Dans une ville africaine animée, au cœur d'un quartier populaire où l'odeur des épices flottait dans l'air dès les premières heures du matin, vivait une femme que tout le monde connaissait sous le nom de Mère Cho. Son vrai nom, peu de gens s'en souvenaient, car depuis des années, ce surnom lui collait à la peau. Mère Cho, c'était la femme au grand sourire, au rire contagieux et surtout, la reine incontestée des fourneaux. De forte corpulence et toujours vêtue d'un pagne coloré noué autour de la taille, elle avait installé un modeste stand devant sa maison, fait de quelques tables bancales et de grandes marmites fumantes posées sur des foyers traditionnels. Ce n'était pas un grand restaurant, mais c'était l'adresse incontournable pour tous ceux qui voulaient bien manger sans se ruiner. Parmi tous les plats qu'elle préparait, il y en avait un qui faisait trembler la ville entière, son okok légendaire. L'okok, ce mets emblématique de la gastronomie camerounaise, est un ragoût à base de feuilles d'okok Netum africanum, écrasées finement et mijotées avec de la pâte d'arachide, de l'huile de palme rouge et des épices locales. On y ajoutait des morceaux de poisson fumé, de la viande ou encore des crevettes séchées pour en rehausser le goût. Accompagné de bâtons de manioc bien tendres, ce plat était un délice que peu savaient bien préparer. Mais celui de Mère Cho dépassait toutes les attentes. Chaque semaine, lorsque venait le jour sacré de l'okok, l'atmosphère du quartier changeait. À l'aube, alors que le ciel commençait à s'éclaircir et que les coqs lançaient leurs premiers cocoricots, les premiers clients arrivaient déjà. Ils savaient que s'ils ne prenaient pas place dans la file d'attente tôt, ils risquaient de repartir les mains vides. Le spectacle était impressionnant. La file s'étendait sur plusieurs mètres devant sa maison. Des ouvriers, des étudiants, des fonctionnaires, des chauffeurs de taxi, même des riches hommes d'affaires qui venaient en grosses voitures n'hésitaient pas à se mêler à la foule. Tout le monde voulait son assiette d'okok. Mais la vraie magie, c'était ce moment d'attente. Mère Cho cuisinait dans sa maison et ne servait son okok que lorsque tout était prêt à la perfection. Parfois, l'attente pouvait durer 2 à 3 heures, et pourtant, personne ne bougeait. Pourquoi? Parce que le goût en valait la peine. Tout le monde se posait la question, quel était donc le secret de Mère Cho? Comment réussissait-elle à donner à son okok ce goût incomparable qui faisait revenir les clients encore et encore? Certains pensaient qu'elle utilisait des épices rares venues de contrées lointaines. D'autres affirmaient qu'elle ajoutait une touche mystique, héritée de ses ancêtres. Les plus sceptiques murmuraient même qu'elle connaissait un marabout qui lui aurait donné une recette magique. Mais Mère Cho ne disait rien. Elle se contentait de sourire derrière son énorme marmite et de répondre. Le secret est dans l'amour qu'on met dedans. Et c'était peut-être vrai. Chaque jour, elle cuisinait avec passion, patience et un respect absolu pour la tradition culinaire. Elle ne bâclait rien, ne trichait pas, ne cherchait pas de raccourcis. Elle choisissait ses ingrédients avec soin, ne lésinait jamais sur la qualité et prenait le temps de laisser mijoter son okok jusqu'à ce qu'il atteigne cette consistance parfaite et ce goût inoubliable. Dans la ville vivait un homme nommé Simplo, l'un des clients les plus assidus de Mère Cho. Incapable de résister aux délices qu'elle préparait, il s'y rendait constamment, attiré par la saveur incomparable de ses plats. Dana, sa femme, n'en pouvait plus. Depuis des semaines, elle voyait son mari, Simplo, se lever aux aurores, quitter la maison avant même le premier chant du coq, et revenir le soir avec un sourire béat, rassasié et heureux comme un enfant qui venait de déguster son plat préféré. Pourtant, ce sourire, elle ne le voyait plus à la maison. Au début, elle avait cru à un simple caprice. Les hommes aiment parfois changer d'air, découvrir de nouveaux endroits, s'offrir un petit plaisir matinal avant de commencer leur journée. Mais ce comportement, c'était autre chose. Un envoûtement. Simplo partait à 6 heures du matin, bien avant son heure de travail fixée à 8h30. Pourquoi diable un homme marié, bien nourri chez lui, quitterait-il le lit conjugal en pleine aube, alors que sa femme avait besoin de sa présence, de sa chaleur, de sa tendresse? Est-ce que cette femme a mis quelque chose dans sa nourriture? Se demandait-elle avec colère. Plus les jours passaient, plus le comportement de son mari devenait inquiétant. Il ne se plaignait plus jamais de la faim à la maison. Elle lui préparait ses plats favoris, mais il les mangeait sans enthousiasme, distrait, le regard lointain, comme s'il pensait à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Pire encore, certains soirs, il prétendait ne pas avoir faim du tout,
alors que quelques mois auparavant, il n'aurait jamais refusé un bon repas chaud préparé par sa femme. Un soir, alors que Dana se confiait à sa voisine et amie Astou, elle fut frappée d'un choc. Astou vivait exactement la même situation. « Toi aussi » s'exclama Dana, abasourdie. « Ma sœur, je suis à bout » soupira Astou, exaspérée. Depuis que Seba a découvert cette fameuse mère Chau, il ne mange presque plus à la maison. Il me parle d'elle comme si c'était une déesse. Chaque matin, il se lève avant moi, prend une douche rapide et file dehors. Moi qui pensais qu'il avait une autre femme, mais non, c'est cette nourriture qui l'attire. C'est comme si elle l'avait ensorcelé. Dana sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. C'était plus grave qu'elle ne le pensait. Si leurs deux maris montraient exactement le même comportement, combien d'autres hommes étaient touchés par cette étrange dépendance? Que se passait-il réellement chez cette fameuse mère Chau? Les deux femmes se regardèrent longuement, puis, d'un même élan, elles prirent une décision. « Demain, nous allons nous aussi goûter à ce fameux Hokok », déclara fermement Dana. Elles allaient se rendre sur place, observer, comprendre, et surtout, découvrir ce qui rendait cette nourriture si irrésistible. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, Dana et Astou se levèrent plus tôt que d'habitude. Elles s'habillèrent simplement, attachèrent leurs pagnes autour de la taille et se dirigèrent d'un pas déterminé vers le quartier où se trouvait le stand de mère Chau. En arrivant sur place, un choc les attendait. Il n'était que 6h30, mais une file interminable d'hommes attendait déjà devant la maison de mère Chau. Certains avaient même amené des chaises pour patienter confortablement. On aurait dit une longue queue devant une administration, sauf que là, les visages étaient illuminés, impatients, comme s'ils attendaient un miracle. « Regarde-moi ça » s'exclama Astou, abasourdi. « C'est une secte ou quoi ?» Elles avancèrent prudemment, observant la scène avec attention. Des hommes comme des femmes de toute classe sociale étaient là, des ouvriers, des enseignants, des fonctionnaires, des commerçants et même quelques hommes en costume cravate qui devaient sûrement travailler dans de grands bureaux. Certains discutaient entre eux, d'autres regardaient fixement la porte de la maison de mère Chau, attendant impatiemment qu'elle ouvre enfin son stand. Dana et Astou étaient restés en retrait, cachés derrière la cuisine de mère Chau. Elles n'avaient pas osé s'approcher de la file d'attente interminable qui s'étirait devant le stand. La peur de croiser le regard de leur mari, de voir leur admiration excessive pour cette femme, les avait convaincues de prendre une autre approche. Alors, elles avaient décidé d'observer discrètement ce qui se passait dans cette cuisine qui rendait les hommes presque esclaves du goût de cette nourriture. Elles voulaient comprendre ce que cette femme mettait dans son Hokok pour que leur mari et tant d'autres hommes préfèrent manger ici, au lieu de savourer les repas préparés avec amour chez eux. Mais ce qu'elles allaient voir allait les plonger dans un cauchemar éveillé. Dans la petite cuisine rudimentaire, éclairée par la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, mère Chau était seule. D'un geste lent, elle souleva le lourd couvercle de sa marmite. Une vapeur épaisse et parfumée s'éleva, embaumant toute la pièce d'une odeur qui pouvait faire saliver même le plus rassasié des hommes. Dana et Astou, bien que cachés, sentirent leur estomac se nouer sous l'intensité des arômes. « C'est incroyable » murmura Astou. « Je n'ai jamais rien senti d'aussi envoûtant. » Dana hocha la tête, mais son instinct lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Et soudain, le choc. Alors que mère Chau venait de prélever une partie de l'Hokok qu'elle devait servir au premier client, elle jeta un regard autour d'elle, s'assura qu'elle était bien seule, puis se baissa lentement. Elles la virent alors faire l'impensable. Elle écarta son pagne, s'accroupit et urina discrètement dans la marmite encore fumante. Le liquide jaune s'écoula doucement, se mélangeant à la préparation sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Dana et Astou sentirent leur cœur manquer un battement. « Mon Dieu !» s'étrangla Astou, plaquant une main sur sa bouche. Dana, elle, sentit son sang bouillir de rage et de dégoût. Les deux femmes ne pouvaient plus se taire. Sans réfléchir, Dana et Astou surgirent de leur cachette en hurlant. « Arrêtez-vous tous, ne mangez pas ces plats. » Les hommes qui attendaient leur tour sursautèrent, interloqués. Certains se retournèrent vers elle, l'air agacé, d'autres intrigués. « De quoi elle parle ?» murmurèrent certains. Mais Dana et Astou n'avaient plus peur. Elles pointèrent du doigt mère Chau, encore figée devant sa marmite, une lueur de panique traversant son regard.
Cette femme vient de pisser dans la marmite. Hurla Dana. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Puis, le chaos. Les clients éclatèrent en cris de dégoût et d'indignation. Quoi, elle mente, s'écria un homme au premier rang. C'est impossible. Mère Shaw ne ferait jamais ça. Mais d'autres commençaient à douter. Et si c'était vrai, mais pourquoi ferait-elle une chose pareille? Simplo et Seba, les maris de Dana et Astou, étaient là. Ils avaient assisté à toute la scène. Simplo, d'abord sceptique, croisa le regard de sa femme, rempli d'une détresse authentique. Il savait que Dana ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Mère Shaw, quant à elle, était dos au mur. Son secret venait d'être révélé. La foule était en ébullition. Les cris de colère et d'indignation résonnaient dans tout le quartier. Les hommes et les femmes, autrefois fidèles clients de Mère Shaw, étaient déchirés entre le choc, le dégoût et la rage. Comment une femme qu'ils respectaient tant, une cuisinière dont ils vantaient les talents, avait-elle pu leur faire une chose pareille? Dana et Astou, encore tremblantes, regardaient la scène avec stupeur. Elles avaient levé le voile sur un secret abominable, mais maintenant, c'était à Mère Shaw de répondre de ses actes. Un homme, parmi la foule, s'avança et pointa un doigt accusateur vers elle. Si ce que ces femmes disent est faux, alors prouve-le. Sers-toi une assiette et mange sous nos yeux. Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Mère Shaw, figée sur place. Ses mains tremblaient, ses lèvres frémissaient. L'assurance qu'elle avait toujours affichée s'était évaporée. Elle regarda la marmite encore fumante, puis leva les yeux vers les visages tendus qui l'entouraient. Tous attendaient son geste. Soudain, son corps entier se mit à trembler. Des larmes jaillirent de ses yeux, roulant sur ses joues comme une rivière incontrôlable. Elle s'effondra sur ses genoux, les mains jointes en prière, et éclata en sanglots déchirants. Pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. La foule, d'abord perplexe, recula légèrement en la voyant ainsi. Puis, d'une voix brisée, Mère Shaw confessa enfin son terrible secret. Ce n'est pas de ma faute, je n'avais pas le choix, c'était la condition que m'avait donnée mon maître spirituel pour que mon restaurant prospère et que mes clients reviennent toujours. Un frisson parcourut la foule. Un maître spirituel, un pacte. L'aveu de Mère Shaw glaça le sang de tous ceux qui l'écoutaient. Certains se tenaient la bouche, écœurés. D'autres vomissaient violemment sur le sol, incapables de supporter l'idée qu'ils avaient ingéré pendant des années une nourriture souillée d'un rituel aussi immonde. La colère monta d'un cran. Un cri éclata. On ne peut pas la laisser s'en sortir comme ça. Et soudain, la fureur explosa. Une partie de la foule, hors d'elle, se jeta sur Mère Shaw. Mais, malgré sa forte corpulence, la peur lui donna des ailes. Elle se releva brusquement, prit ses jambes à son cou et se mit à courir de toutes ses forces. Derrière elle, des hommes et des femmes se lancèrent à sa poursuite, mais elle courait comme jamais auparavant, bondissant entre les ruelles sombres, esquivant les obstacles comme une bête traquée. Finalement, elle réussit à les semer dans la nuit, disparaissant dans l'ombre comme un fantôme. Mais derrière elle, son monde s'écroulait. Fous de rage et de dégoût, les habitants retournèrent vers son restaurant, ce lieu qui les avait tant attirés, mais qui n'était en réalité qu'un repère de trahison. Ils ne voulaient plus qu'il existe. Ils renversèrent les tables, brisèrent les marmites, détruisirent chaque objet qui portait encore l'empreinte de Mère Shaw. Puis, quelqu'un apporta une torche enflammée. Sans un mot, ils jetèrent le feu sur ce qui restait. Les flammes engloutirent tout, léchant les murs, consumant les souvenirs et les illusions que Mère Shaw avait créées. Les crépitements du bois brûlant et l'odeur du feu remplirent l'air tandis que les cendres s'envolaient dans la nuit. Le règne de Mère Shaw était terminé. Bien plus tard dans la nuit, alors que tout n'était plus que ruines et fumée, une silhouette solitaire revint sur les lieux. C'était Mère Shaw. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en voyant le néant à la place de son restaurant. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle avait sacrifié son âme, avait disparu en un instant. Elle s'agenouilla au milieu des cendres encore chaudes et pleura comme une enfant abandonnée. Elle n'avait plus rien, plus de restaurant, plus de clients, plus de respect. Elle était désormais une paria, une femme maudite, un spectre dont plus personne ne voudrait entendre parler. Alors, elle se leva, les vêtements noircis par la suie, et quitta la ville. Elle marcha loin, très loin,
jusqu'à ce que personne ne puisse plus la reconnaître. Son nom, autrefois respecté, devint une légende noire, un avertissement pour ceux qui voulaient se servir de forces obscures pour réussir. Quant à Simplot et Séba, leur monde avait changé à jamais. Ils ne pouvaient plus supporter l'idée de manger dehors, de confier leur estomac à un inconnu. Chaque bouchée leur rappelait le cauchemar qu'ils avaient vécu. Leur confiance était brisée, mais dans cette expérience amère, ils avaient appris une chose précieuse. Aucun repas n'est plus délicieux que celui préparé par sa propre épouse. Aucun plat ne vaut l'amour et le soin d'une femme qui cuisine pour son foyer, non par intérêt, mais par amour. Ce fut une leçon qu'ils ne risquaient plus jamais d'oublier. Et désormais, dans la ville, plus aucun homme ne quittait précipitamment son foyer pour courir après un repas mystérieux. Car tous avaient compris que le véritable goût du bonheur se trouvait à la maison. Morale de l'histoire, cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, ce qui semble irrésistible, ce qui attire les foules avec une force mystérieuse, cache des secrets inavouables. Merchaud avait un talent, c'est vrai. Mais au lieu de bâtir son succès sur l'honnêteté et le travail bien fait, elle a choisi la facilité, un chemin sombre qui l'a conduite à sa perte. Dans la vie, il n'existe pas de succès durable bâti sur le mensonge et la manipulation. Ce que l'on obtient par des moyens douteux finit toujours par s'effondrer un jour ou l'autre. Simplot et Séba ont compris une leçon cruciale, l'amour et l'attention d'une épouse sont irremplaçables. Aucun restaurant, aucun repas servi dehors ne peut égaler la chaleur d'un foyer, la tendresse d'une femme qui cuisine pour sa famille. Chers amis, cette histoire est un appel à la vigilance et au discernement. Ne laissez pas l'illusion du « meilleur ailleurs » vous faire mépriser ce que vous avez déjà. Appréciez ce que vos proches font pour vous. Ne cherchez pas des raccourcis douteux pour réussir. Car la vraie richesse se trouve dans l'amour sincère, l'honnêteté et le respect des valeurs. Si cette histoire vous a ému, captivé et fait réfléchir, alors n'oubliez pas de soutenir notre travail. Likez cette vidéo si vous avez aimé l'histoire. Partagez-la avec vos proches, pour qu'eux aussi découvrent cette leçon de vie. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables que nous vous préparons. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à vous offrir des récits toujours plus inspirants et captivants. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle aventure.